Euh, OK. Donc, ben, je me présente, en fait, Jean-François Morin, psychiatre au Continuum Santé mentale jeunesse du CHUM. Je travaille à la clinique JAP depuis 2020. Donc, quand même, pour vous placer, travail consiste surtout à évaluer, faire des suivis en clinique externe, de l'hospitalisation pour les gens avec un premier épisode psychotique. Et en fait, je pense Claire-Hélène m'a demandé de présenter parce que j'avais un intérêt pour le sujet d'état à haut risque de psychose dont on va parler aujourd'hui. Dans ma formation complémentaire, c'était pas l'objet principal, mais j'ai eu l'opportunité dans une clinique où ils étudiaient beaucoup l'état à haut risque de psychose. Donc, je n'ai pas aucun conflit d'intérêt en lien avec le contenu de la présentation. Aujourd'hui, les objectifs seront vraiment de comprendre le concept d'état à haut risque de psychose, ensuite d'approfondir les interventions psychosociales et d'explorer le traitement pharmacologique. Je tiens quand même à mentionner qu'en 2021, dans la revue Santé mentale du Québec, il y a un article qui est paru que j'ai coécrit avec 4 autres collègues, là, dont Dr Dano, qui travaille aussi dans un programme PEP, et Dr Chat, qui travaille à la clinique Care de Douglas, qui était vraiment comme une recension un peu des écrits sur l'état mental à risque. Donc, ça qui remonte à 2021, il y a quand même certaines choses qui sont sorties quand même depuis cette date-là. Donc, j'ai tenté de les inclure là, dans la présentation. Donc, si on commence, le concept d'intervention précoce remonte à près de 100 ans. C'est Harry Stack Sullivan. Je pense que vous voyez mes petites lignes rouges soulignées, hein, c'est ça? Mais c'est pas grave. OK. Et en fait, ça amène sur l'importance justement d'agir assez précocement pour aider les personnes qui peuvent présenter des signaux d'une évolution vers une maladie importante. Et ça ramène aussi au concept de durée de psychose non traitée. On sait que c'est un facteur pronostic majeur dans l'évolution des personnes avec un trouble psychotique. Donc, plus elle est longue, plus ça risque d'être défavorable pour la personne. Et donc, c'est un peu là critique pour soit empêcher le trouble psychotique ou retarder son apparition ou changer son évolution. Donc, le concept de prodrome, ça, on entend souvent parler. On parle souvent de plusieurs symptômes qui sont pas psychotiques, c'est vraiment juste avant l'apparition de la psychose, puis c'est un concept rétrospectif. Hein? On va s'apercevoir en faisant l'histoire avec la personne, avec ses proches. Ah oui, vraiment, il présentait tel signe. Puis dans le DSM-3, il y avait en fait des symptômes là, qui étaient inclus, puis sont quand même intéressants c'est quand même intéressant de passer à travers. Donc, tu sais, il y avait une notion, puis je pense que c'est important aussi de voir comment ils peuvent être aussi pris isolément, pas nécessairement si parlant de la psychose, là, nécessairement, là, en tout cas pour certains. Donc, isolement ou retrait social, détérioration du fonctionnement, présence de comportements bizarres, détérioration marquée de l'hygiène, affect émoussé ou inapproprié, des discours vagues ou avec des contenus plutôt pauvres, des croyances bizarres, la pensée magique, des expériences perceptuelles insolites et un manque d'initiative. Pour ce qui est de l'état mental à risque de psychose, c'est encore là aussi une période continue de symptômes non psychotiques juste avant ce qu'on croit être une psychose en installation. Donc, c'est un concept qui est prospectif. On anticipe qu'il va y avoir une maladie psychiatrique primaire ou etc. Donc, c'est un peu la distinction qu'on peut faire avec le prodrome. Et c'est important juste d'emblée de dire que c'est pas une évolution nécessaire vers la psychose pour la plupart des gens. Il existe divers outils qui ont été développés pour évaluer, mais je dirais que principalement, quand on regarde dans la littérature, il y a deux outils principaux, là, dont la CARMS, qui est la Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States,
et le SIPS, qui est le Structured Interview for Prodromal Syndromes. En fait, c'est ce qu'on retrouve quand on fait un peu de la lecture, là, c'est vraiment presque 50-50 au niveau des études. Ça devient des fois un peu compliqué de comparer les études parce que elles s'intéressent au même sujet, mais on n'est pas certain qu'elles ont nécessairement les mêmes critères, par exemple, pour déterminer ce qu'est la psychose ou l'état mental à risque de psychose. Elles n'ont pas non plus les mêmes degrés de sévérité. Donc, très récemment, en 2024, il y a comme un troisième outil qui est en train d'apparaître. Je ne sais pas vraiment ce que ça va donner, mais c'est un peu finalement un outil qui va harmoniser les deux outils précédents pour permettre la comparaison, entre autres pour le domaine de la recherche là, des études. Et ça permet d'avoir une idée un petit peu plus précise bon, de la sévérité, puis comment les symptômes psychotiques sont organisés. Et ben, je ne passerai pas trop de temps là-dessus, mais je pense qu'on risque d'en entendre parler davantage dans les prochaines années parce que ça divisait un peu le domaine, là, ces deux outils. Ben, donc, quand on parle de l'état mental à risque de psychose, il y a trois entités à retenir. Je pense que la principale entité, c'est vraiment les symptômes psychotiques atténués. Donc, on va dire les SPA dans 85% des cas. Et si on prend par exemple dans l'échelle de la CIPS, là, juste pour vous donner un exemple, c'est quelqu'un qui pourrait présenter des idées inhabituelles, des troubles perceptuels, de la désorganisation de la communication, mais avec quand même un rapport à la réalité qui est préservé. Et en fait, dans la CIPS, là, si je vous donne un exemple, certains de ces symptômes-là pourraient être retrouvés quelques minutes dans une journée, au moins une fois par semaine dans la dernière année. Et donc, dans la CURM, ce serait plutôt quelques minutes dans une journée, une à deux fois par semaine dans la dernière année, mais depuis moins de 5 ans. Donc, c'est bon, c'est assez technique là, la façon dont c'est défini, mais on voit quand même que c'est vraiment atténué et c'est vraiment pas quelque chose qui est envahissant là, pour la personne. Ensuite, la deuxième entité, c'est les symptômes psychotiques intermittents brefs. Donc, souvent en anglais, on réfère à BIPS ou BLIPS. Et c'est encore là les mêmes types de symptômes là, que pour les symptômes psychotiques atténués. Mais par exemple, dans la CIPS, on va retrouver ces symptômes-là quelques minutes dans une journée ou au moins une fois par mois sur une période maximale de 3 mois. Puis dans la CARMS, on dit plutôt que c'est au moins une heure, une fois par semaine. Ça peut être même continu, en fait, dans une semaine, mais il ne faut pas que ça dure plus que 7 jours, d'où l'idée que c'est un bref, ce sont des symptômes brefs qui apparaissent, mais qui se résolvent d'eux-mêmes aussi. Là. Donc, quand on entend résolution aussi, c'est pas qu'il y a eu une prise antipsychotique nécessairement, là, il y a eu une auto-résolution ou peut-être qu'il y a eu des interventions, mais non pharmacologiques. Puis, en fait, ça doit être accompagné aussi d'un problème de fonctionnement là, pour, euh, pour les symptômes psychotiques intermittents. Bref. Et en troisième, c'est une entité bon, dont on parle beaucoup moins, qui représente 5%. C'est les gens qui présentent des risques génétiques des membres de la famille avec une maladie psychotique primaire, le trouble schizotypique, de personnalité schizotypique, et qui présentent aussi des détériorations au niveau social, fonctionnel. Donc, ces gens-là peuvent entrer dans cette catégorie. Et dans la recherche, là, finalement, on a souvent abordé les symptômes de base. Les gens qui s'intéressent à ce sujet-là vont souvent voir symptômes de base, mais c'est vraiment une constellation là, de plein de phénomènes cliniques très subtils, très subjectifs, qui peuvent aller de, par exemple, le sentiment là, de plus entendre de la même façon qu'avant ou de moins bien tolérer le stress. Fait que c'est des trucs très, très peut-être subtil ou difficile à percevoir, mais quand même, la personne note des changements dans son état ou dans son rapport au monde. Donc ici, il y a un graphique que je trouve quand même intéressant où on peut voir justement les symptômes de base qui sont vraiment au tout début du continuum. On retrouve ensuite les symptômes psychotiques atténués et finalement les symptômes psychotiques intermittents, bref, puis la psychose. Puis on remarque que le traitement bon, est offert dans la psychose, mais aussi quand même chez une partie des gens qui présentent
les symptômes psychotiques intermittents brefs parce que c'est vécu de façon plus intense, plus concentrée. Donc, voici un continuum là, qui a été suggéré en fait par un chercheur qui s'intéresse vraiment beaucoup à ce sujet-là, puis il y en a vraiment plusieurs, là, mais lui, entre autres, de Fouzard-Poly, donc en 2013-2016, qui a proposé ce continuum. Je pense que c'est intéressant de regarder quand même ce que dit le DSM-5. Donc, quand on va voir dans le DSM-5, il y a les critères de recherche pour le syndrome de psychose atténuée. Donc, dans le critère A, on dit au moins l'un des symptômes suivants est présent sous une forme atténuée, sans altération importante de la capacité à discerner la réalité. Fait que ça, je pense que c'est comme un aspect très, très important. Mais leur intensité ou leur fréquence est suffisante pour justifier une prise en charge de clinique. Donc, on parle de délire, hallucination, désorganisation du discours. Et dans leurs critères, eux, ils incluent que les symptômes ont duré au moins une semaine durant le mois passé et que les symptômes soit ont débuté ou se sont aggravés dans l'année précédente et que c'est assez stressant ou handicapant pour l'individu pour justifier justement la prise en charge, puis qu'il n'y a pas d'autres, que c'est pas dans le cadre par exemple, un trouble dépressif, là, la personne est en dépression avec des caractéristiques psychotiques ou quelqu'un avec un trouble bipolaire, là, ça serait une raison d'exclusion. Et que la personne n'a jamais non plus répondu à un trouble psychotique, là, donc jamais eu les critères pour un trouble psychotique. Donc, les caractéristiques, en fait, des personnes avec un état mental à risque de psychose, ce que la littérature nous dit, c'est que souvent, ces personnes-là vont avoir plus de vécu de trauma, de victimisation. On donne, entre autres, l'intimidation scolaire est assez présente. Le trouble de l'usage, la comorbidité psychiatrique, là, des gens qui étaient connus pour par exemple, des troubles anxieux, les idéations suicidaires et l'automutilation. Pour les trois groupes, on retrouve aussi un déclin du fonctionnement psychosocial qui est souvent remarqué par la personne, mais aussi par les proches. Puis c'est clairement ça qui amène les gens à aller obtenir de l'aide là, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. En moyenne, c'est 2 ans après le début des symptômes psychotiques atténués pour obtenir les services. Donc, c'est quand même une assez longue période. Et je pense qu'il faut se dire aussi que la majorité des personnes avec un état mental à risque de psychose, 95%, ne sont ni référées par les cliniques qui sont spécialisées dans l'évaluation des états mentaux à risque de psychose, ni évaluées durant la phase d'état mental à risque de psychose. Donc, c'est comme si on attrape une très, très petite partie de cette population, qui est quand même importante. Pour ce qui est de la transition vers la psychose, je pense que le chiffre à retenir, ce serait vraiment le dernier chiffre, là, si on veut, là, dans les dernières années, qui circule vraiment plus, c'est 22% à 3 ans. C'est-à-dire que parmi une population d'état mental à risque de psychose, il y en a 22% qui va évoluer à 3 ans dans un trouble psychotique. Donc, on parle de trouble schizophréniforme, schizophrénique ou schizoaffectif dans 73% des cas. Donc, à 35, on parle aussi de 35% à 10 ans, mais je pense que il n'y a pas nécessairement tant d'études pour ça, là, pour justifier le 35%, mais c'est quand même pour montrer que c'est finalement une majorité qui ne progresse pas vers la psychose. Donc, c'est quand même important de garder en tête quand on pense aux interventions, quand on pense à la stigmatisation aussi. Il y a des facteurs de risque de transition, puis je pense que la recherche se penche vraiment sur quels sont ces facteurs de risque de la transition, parce que c'est clair que si on connaît mieux les facteurs de risque, on va être aussi capable d'avoir des façons d'intervenir qui sont peut-être un peu plus ciblées puis qui permettent d'aider les gens. Mais il y a 2 facteurs qui ressortent davantage comme étant associés à la transition. Donc, les symptômes qui sont plus sévères, donc des symptômes psychotiques atténués plus sévères, mais aussi un fonctionnement qui est plus détérioré. Sinon, il y a d'autres symptômes qui ressortent dans la littérature, mais je ne dirais pas qu'il y a un consensus, fait que je les ai quand même inscrits, mais je pense à garder en tête. Puis je pense que pour le clinicien, les gens qui voient les patients, il faut quand même se poser des questions quand quelqu'un commence à présenter
des déficits cognitifs, hein, c'est-à-dire surtout la mémoire verbale. Donc, quelqu'un qui se plaint de problèmes d'attention, de concentration, qui oublie, qui voit vraiment un déclin. Puis les symptômes négatifs qui sont plus sévères, qui sont souvent des symptômes qui apparaissent en premier dans les maladies psychotiques, là, c'est souvent les symptômes négatifs, donc tout le manque d'initiative, le manque de motivation. On voit des fois aussi l'expression des émotions qui est vraiment diminuée, la difficulté à converser, le manque de mots, etc. Autrement, on peut se dire qu'il y a jusqu'à 60% qui ne développent pas un trouble psychotique, mais qui continuent quand même à avoir des symptômes psychotiques atténués. Et il faut penser qu'il y a 60 à 80% qui présentent ou développent des troubles anxieux ou dépressifs ou de la personnalité. Donc, c'est quand même une population qui peut-être évoluera pas nécessairement en psychose là, avérée, mais qui va présenter des dysfonctionnements reliés à la dépression, à l'anxiété ou à des enjeux de personnalité. Et les déficits fonctionnels et cognitifs sont habituellement stables. Donc, il existe finalement les interventions psychosociales. On peut les diviser en 4 catégories, si on veut. Donc, la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, les interventions familiales, la remédiation cognitive et l'entraînement cognitif social. Si on commence par la TCC, en fait, on voit vraiment qu'il y a un impact direct de la TCC qui est adapté, là, en fait, pour l'état mental à risque de psychose. Donc, il y a des protocoles déjà établis, il y a même des livres sur le sujet. On voit qu'il y a une réduction des symptômes de psychose et que la transition psychotique, elle est retardée quand finalement, on offre ce type de thérapie à une personne qui est en EMRP. Et on sait aussi qu'on va regarder en fait les délires et les hallucinations qui sont sur un continuum avec les croyances de base. Donc, on va essayer de travailler vraiment à re-questionner les perceptions, les pensées et à ne pas à ne pas être dans le tout blanc, tout noir, puis à travailler la zone grise beaucoup avec les patients. Puis il va y avoir clairement une volonté de normalisation, puis de comprendre qu'est-ce qui fait que certaines perceptions sont plus importantes, qu'est-ce qui se trouve derrière les pensées qui peuvent être subdélirantes ou délirantes, d'aller fouiller un petit peu plus en psychothérapie. Donc, il va y avoir également les interventions familiales qui sont également très importantes dans les programmes PEP. On sait qu'elles ont un impact important sur diminuer l'intensité aussi des symptômes psychotiques atténués. Puis elles vont comprendre beaucoup la psychoéducation à la famille, les interventions familiales et la thérapie familiale. Donc, ça, c'est vraiment les 4 objectifs qu'on pourrait retrouver là, si on fait de l'intervention familiale avec une jeune qui présente un état mental à risque. Donc, on va premièrement regarder un plan de prévention des crises qui va être clair avec les signes, symptômes, les personnes impliquées, le rôle de chacun, les moyens clairs et efficaces pour aider à la résolution de problèmes, puis qui va être fait là, en équipe avec la famille. On va aussi tenter de reconnaître quelles sont les stratégies déjà que la personne a mis en place, que sa famille a aussi implantées, puis voir celles qui sont appropriées, ben, les renforcer aux besoins, mais aussi aider à développer des nouvelles stratégies d'adaptation. Puis ensuite, on va encourager et développer une communication qui est peut-être plus constructive. Fait que là, par là, je pense qu'on entend une communication qui est plus directe, qui se fait entre tout le monde, qui est dans la transparence. On va aussi demander aux gens de pratiquer lorsqu'ils sont avec nous dans les rencontres familiales, mais on va également leur demander de le faire à l'extérieur des séances, puis aussi d'aborder l'impact des émotions intenses exprimées qui peut générer beaucoup de détresse là, chez une personne qui présente un état mental à risque de psychose, qui peut fragiliser son état, puis essayer de sensibiliser tout le monde de la famille à cette idée-là. Puis on va finalement travailler aussi une meilleure capacité de résolution de problèmes parce que je pense que ça peut être assez difficile pour une personne qui justement présente un début de problème cognitif, des difficultés dans son fonctionnement, bien,
la résolution d'un problème qui peut paraître, somme toute, assez simple pour un jeune de son âge va s'avérer plutôt complexe et peut-être générer justement beaucoup de stress. Donc, je pense que ça va être de vraiment détailler puis de voir c'est quoi les étapes, de découper finalement en petits morceaux là, les problèmes puis les solutions, puis vraiment d'impliquer la famille pour aider le jeune à cheminer à travers ça. Donc, pour ce qui est de la remédiation cognitive, j'en glisse un mot en fait, mais c'est peu à faire, ça existe, mais c'est peu à faire ici. Dans d'autres pays, ça l'est un peu plus. Mais ça se fonde sur 3 principes d'entraînement, de monitoring de stratégie puis de généralisation. Il s'agit vraiment de cibler un déficit cognitif et qui a un impact sur le fonctionnement. Et c'est comme ça qu'on va choisir la modalité aussi éventuellement qui pourrait être, il y a des programmes informatiques qui peuvent permettre de travailler le déficit cognitif. Ça peut être aussi des approches psychothérapeutiques. Là. J'avais déjà vu une neuropsychologue qui utilisait Michael's Game, là, donc il y avait des mises en situation, puis ça permettait aussi en même temps de travailler la mémoire, etc., ou ça peut être une combinaison des deux. Je dis quand même, c'est quand même important de mentionner que les chercheurs de l'étude Focus offraient en fait 20 séances de groupe de remédiation cognitive et ils n'ont pas relevé d'amélioration du fonctionnement cognitif global, donc c'est quand même important de le souligner. Bon, c'était pas statistiquement significatif, là, donc ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur clinique, mais c'est juste que c'était pas, il n'y avait pas d'évidence franche. Sinon, par contre, il y a d'autres chercheurs qui ont trouvé que une pratique suffisante des habiletés, on voyait vraiment des améliorations ciblées de la neurocognition, de la cognition sociale chez les participants, puis ça abordait en fait le principe de malléabilité cognitive dans l'état mental à risque de psychose. Donc, je pense que c'est un concept qui va revenir davantage probablement dans les prochaines années. Finalement, il y a l'entraînement cognitif social. Je peux peut-être passer un peu plus rapidement parce que c'est plutôt récent. Il y a peu d'études. Il y en a certaines qui sont encore en cours. Puis, c'est vraiment pour aller, si on veut, cibler les atteintes de biais d'attribution et de théorie de l'esprit. Donc, tu sais, la théorie de l'esprit, on peut le placer comme la difficulté de la personne à se saisir de ce qui est en train de se passer pour elle. Donc, comprendre son état mental, comprendre quelles sont les croyances, les désirs, les émotions, les intentions qui peuvent être sous-jacents au comportement humain. Fait que ça, c'est vraiment comme ça peut être plus difficile pour les personnes avec un état mental à risque de psychose. Et ça devient aussi plus difficile de lire les situations sociales, de comprendre ce que les autres peuvent être en train de vivre au niveau émotionnel. Donc, je pense que ce type d'entraînement-là s'adresse vraiment pas s'adresse, mais vraiment implique ces 2 points-là. Et donc, ça va être vraiment d'aller travailler avec les gens, mais les auteurs spécifient quand même que c'est important de songer à vraiment travailler les aspects cognitifs avant. Là. Fait que peut-être favoriser même la remédiation cognitive avant même d'entreprendre ce genre de travail qui est plus élaboré. Et encore là, les impacts sont quand même importants, mais quand on évalue le type d'impact que ça peut avoir sur justement l'aspect cognitif social, OK. Il m'en reste peut-être pour 5 minutes environ. Est-ce que c'est correct? Ou oui, je pense que on finit pas mal toujours à l'heure, mais je pense que ceux qui doivent quitter, on comprend que vous puissiez quitter. Puis sinon, écoute, François, on t'écoute pour la fin. ben, j'ai presque fini. Il reste 2 minutes. Donc, peut-être que si on a moins de temps, là, je vais passer directement aux interventions pharmacologiques. D'emblée, il faut retenir qu'on donne pas nécessairement, en fait, on donne pas vraiment d'antipsychotiques là, chez les gens qui présentent un état mental à risque de psychose. Il y a certaines situations cliniques où on peut considérer justement en prescrire. Je vais donner des exemples, là, un grand dysfonctionnement, des antécédents d'agressivité avec des symptômes psychotiques quand même plus sévères, etc. Mais je pense que ça, c'est vraiment une discussion qui doit avoir lieu avec la personne ou les proches qui sont impliqués.
faut vraiment aborder les effets indésirables parce qu'il y a peut-être 10 ans, 15 ans, c'était recommandé de traiter avec des antipsychotiques les états mentaux à risque de psychose, mais finalement, les gens, on développe quand même aussi des effets secondaires liés à la médication, puis c'est néfaste pour leur santé. Il faut vraiment aussi choisir la molécule de préférence du patient, rappeler aussi qu'il n'y a pas d'indication claire selon la littérature et même une certaine controverse, puis les réévaluer régulièrement, puis cesser dès que ça ne semble plus indiqué. Pour oméga 3, en fait, les données sont contradictoires. Donc, si je passe rapidement, il y avait quand même des données contradictoires. Donc, ça diminuerait peut-être le taux de transition psychotique et les effets, et ça aurait des effets sur les symptômes positifs, négatifs et généraux, ainsi que le fonctionnement général. Mais on n'est pas capable de dire oui, il faut donner des oméga 3 à tout le monde. On n'a pas assez d'évidence. Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est de traiter les. Ben, ça me fait penser à la présentation de cas, là, mais ça peut s'adresser aux conditions qui peuvent être existantes ou préexistantes à l'état mental à risque de psychose. Si quelqu'un présente une anxiété sociale, ben, il faut vraiment l'adresser en psychothérapie puis offrir un traitement. Si un antidépresseur est requis, ben, il peut être aussi discuté. Et peut-être que je ferais juste parler du suivi aussi. Où vont ces personnes avec un état mental à risque de psychose, là? Donc, il y a un mandat clair des programmes PEP d'évaluer l'état mental à risque de psychose, les programmes là, de premier épisode psychotique selon le ministère. Par contre, il ne revient pas nécessairement au programme PEP d'assurer le suivi de toutes ces personnes, parce que je pense que ça représente quand même un très, très grand nombre. Ce n'est pas la mission des programmes PEP pour le moment. Donc, je pense qu'il faut aller selon la situation clinique. Il y a certaines personnes qui vont rester dans un programme PEP parce que, par exemple, elles présentent beaucoup d'antécédents dans la famille, un dysfonctionnement qui est très important, un grand isolement social ou quelqu'un qui présente une désaffiliation déjà très importante, mais ça peut peut-être être important de favoriser là, une prise en charge. Mais sinon, il existe quand même des cliniques spécialisées en état mental à risque de psychose. À Montréal, à l'Institut Douglas, il y a la clinique CARE, donc c'est une clinique qui fait l'évaluation, mais qui offre aussi du suivi. Il y a certaines personnes chez qui, par exemple, on va dénoter peut-être un trouble de personnalité qui est à l'avant-plan, puis que la personne a vraiment besoin d'approches, comme on parlait tantôt, là, de thérapie comportementale dialectique ou de thérapie basée sur la mentalisation, mais on va favoriser justement d'aller travailler ces difficultés-là dans une clinique externe. Et sinon, on peut toujours aussi collaborer avec le CLSC et groupe de thérapie, psychothérapie, service social, IPS, etc. Puis en fait, j'avais un petit volet sur aire ouverte, là, mais je pense que je vais passer plus rapidement, puis juste conclure que c'est une grande population hétérogène, que les besoins sont extrêmement variés et qu'il y a quand même des risques de complications. Il faut penser à la stigmatisation. Ça peut créer un très, très grand stress aux gens si on leur dit qu'ils vont développer une maladie psychotique alors que c'est pas nécessairement le cas. Et puis, il faut vraiment penser à comment on arrive à évaluer ces personnes-là, mais bien les orienter aussi. Puis, Air Ouverte peut s'avérer un bon partenaire pour dépister là, quand on fait du démarchage, comme on fait dans les écoles ou dans le communautaire. Voilà. Super, ben merci beaucoup Jean-François, puis ça tombe bien, on a des gens à Air Ouverte qui ont déjà parlé ceux qui viennent des fois ou parmi les partenaires. Là. Fait que peut-être c'est une question, je sais pas si c'est des gens